Bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Le désengagement progressif des forces onusiennes au Liban Sud, un sujet qu'a évoqué le président Joseph Aoun avec le commandant de la FINUL, le général Abagnara. Cette rencontre intervient alors que les incidents se multiplient le long de la frontière avec Israël. L'avenir de la mission onusienne au Liban Sud a été au centre des entretiens du président Joseph Aoun avec le commandant de la FINUL, le général Diodato Abagnara. Le général Abagnara a assuré que la réduction progressive des effectifs de la FINUL n'affectera ni la coordination avec l'armée libanaise, ni le soutien logistique et opérationnel aux unités déployées sur le terrain. Une déclaration rassurante alors que la mission onusienne, présente au Liban depuis 1978, entame un désengagement graduel. Selon les prévisions de l'ONU, le retrait complet devrait être effectif d'ici la fin de 2027, à l'expiration du mandat actuel prévu pour décembre 2026. Mais sur le terrain, la tension reste palpable. Une bombe israélienne a été larguée près d'un agriculteur à Marjayoun sans faire de victimes. Des tirs à la mitrailleuse ont également été signalés autour de Aïtaroun dans le Casa de Bentejbel. À l'occasion du festival Beyrouth Livre, la capitale libanaise devient le temps de quelques jours un véritable carrefour de la culture et du débat d'idées. Un rendez-vous placé cette année sous le signe du journalisme et de la liberté d'expression avec la remise du prix Albert Londres, la plus prestigieuse distinction francophone du grand reportage. Pour en parler, nous recevons Sabine Scortino, directrice de l'Institut français du Liban. Ce festival, c'est sa 3e édition, se tiendra du 22 au 26 octobre. Quelques chiffres simplement, 80 événements, 80 auteurs, autrices invités sur 5 jours. Alors, quel est le fil conducteur de cette édition 2025? Y a-t-il un thème ou un message particulier que vous souhaitez transmettre? Il y a un mot-clé, je pense, pour ce festival, c'est l'accessibilité. On veut que ce festival soit ouvert au plus grand nombre. C'est pour ça que toute la programmation est entièrement gratuite. Et puis, elle va se déployer non seulement à Beyrouth, évidemment, mais en dehors de la capitale, dans toutes les différentes régions du Liban. Et pour ça, on peut s'appuyer sur le formidable réseau des antennes de l'Institut français du Liban. Mais on veut refléter, en fait, toute la diversité de la littérature francophone. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, nous avons des invités qui viennent de 10 pays différents, à la fois évidemment des auteurs français, mais aussi des auteurs de la francophonie libanaise, mais aussi de l'Algérie, du Cameroun, de Suisse, de Belgique. Donc l'idée, c'est d'être le plus ouvert possible, et tous ces invités ont une chose en partage qui est évidemment la pratique, l'expression en langue française. Parfait. Et cette édition de Beyrouth Livre accueille le prix Albert Londres, une référence majeure pour le journalisme francophone. Quelle est alors, selon vous, la portée que ce prix représente pour la liberté de la presse dans la région? C'est une grande fierté que le comité Albert Londres ait décidé de venir cette année au Liban pour remettre son prix prestigieux. Ce sera le cas le 25 octobre, parce que c'est un symbole très fort. Déjà, je pense que c'est un message de reconnaissance qui est envoyé à tous les journalistes du Liban et de la région, qui évoluent dans des conditions extrêmement difficiles, sur des terrains de crise, et qui se battent au quotidien pour informer de manière objective les concitoyens. Et puis, c'est, je pense, aussi symbolique que ça se tienne au Liban, un pays, on sait, où de nombreuses personnalités ont malheureusement payé de leur vie cette défense de la liberté d'expression. Alors, le Liban traverse une période complexe sur les plans politiques, économiques et social. En quoi la culture, et particulièrement, disons, le livre, peut-elle être un espace de résilience et de rassemblement? Alors, j'ai un leitmotiv à l'Institut français du Liban, c'est de dire que la culture, en temps de crise, elle est loin d'être accessoire, au contraire, elle devient encore plus essentielle, parce que c'est avec la culture qu'on crée ces espaces de vivre ensemble, ces espaces de liberté où on peut échanger, on peut débattre. Et donc c'est pour ça que notamment le festival Beyrouth Livre a une composante très importante en direction des jeunes, des élèves, des écoles, parce qu'il faut se rappeler que ces jeunes, ce sont aussi les futurs citoyens et citoyennes du Liban. Et donc c'est pour ça qu'on déploie nos auteurs invités dans une 50aine d'écoles et d'universités pour aller échanger, pour aller construire, pour aller animer des ateliers avec cette jeunesse. Très bien. Beyrouth Livre, c'est aussi une fête populaire.
Comment réussissez-vous à allier exigence littéraire et ouverture au grand public? La force de ce festival, c'est la grande diversité de sa programmation sur 5 jours. On ne veut pas que la culture soit intimidante. Et donc, dans la programmation, nous veillons aussi à des événements pluridisciplinaires, accessibles à tous. Par exemple, des concerts dessinés. Nous aurons un grand événement au Métropolis le jeudi soir. Ou bien des expositions très originales. Je pense, par exemple, à une exposition intitulée Diplomatie et bande dessinée. Ce n'est pas forcément évident de mettre ensemble les deux. Mais justement, c'est pour un peu casser les codes. Quel message souhaitez-vous adresser au public libanais et plus largement au monde francophone, à l'occasion de ce festival, bien sûr? Alors, il y a une citation que j'aime beaucoup de François Mauriac qui dit que la lecture, c'est une porte ouverte sur un monde enchanté. Et j'espère qu'avec ce festival, avec nos propositions culturelles, les Libanais pourront profiter de ce réenchantement, au moins temporaire du monde, dans un quotidien qu'on sait parfois toujours un peu difficile. La tension remonte à Gaza. Israël menace de reprendre les combats si le Hamas ne restitue pas l'ensemble des dépouilles des otages, comme le prévoit l'accord de cessez-le-feu conclu sous l'égide de Washington. Alors que les négociations se poursuivent dans un climat de méfiance, la population gazaoui tente de survivre au milieu des ruines. 3 jours après l'entrée en vigueur de cessez-le-feu, la guerre menace de reprendre. Israël accuse le Hamas de ne pas avoir rendu tous les dépouillements d'otages, une condition essentielle de l'accord conclu sous la médiation du président américain Donald Trump. Si le Hamas refuse de respecter l'accord, Israël reprendra les combats, a déclaré le ministre de la Défense Israël Katz, évoquant une possible défaite totale du mouvement islamiste. Sur le terrain, la situation humanitaire reste dramatique. Le passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte reste fermé, alors que des centaines de camions d'aide attendent toujours l'autorisation d'entrée. L'ONU appelle Israël à ouvrir tous les points d'accès à Gaza pour permettre l'acheminement de nourriture, de médicaments et d'eau potable. L'accès doit être totalement libre et immédiat, affirme Tom Fletcher, coordinateur humanitaire de l'organisation. Dans Gazaville, les habitants reviennent parmi les ruines. Plus d'électricité, plus d'eau, plus d'abri. Il ne reste rien à Gaza, juste des destructions, confie un survivant. Depuis le début du conflit, le 7 octobre 2023, plus de 67 000 Palestiniens ont été tués selon les autorités locales, tandis qu'en Israël, plus de 1200 personnes ont perdu la vie lors de l'attaque du Hamas. Washington tente d'apaiser les tensions. Des responsables américains assurent que le Hamas compte honorer l'accord et rendre les dépouilles restantes. Mais sur le terrain, la méfiance reste totale et la trêve fragile. Respirer ou partir. À New Delhi, la pollution atteint des niveaux si alarmants que de plus en plus de familles choisissent de quitter la capitale indienne pour préserver leur santé. Entre l'amour de leur ville et le besoin d'un air pur, les habitants vivent un dilemme douloureux. Chaque hiver, le même nuage toxique recouvre New Delhi. Les tours disparaissent dans la brume, les respirations se font plus lourdes et les visages se cachent derrière les masques. Pour Natasha Uppal, le choix a été difficile. Rester dans la capitale où elle est née ou fuir pour protéger sa famille. En 2022, elle quitte Delhi pour Bangalore, moins polluée. Elle considère que respirer de l'air pur devrait être un droit humain. À Delhi, les concentrations de particules fines PM2.5 dépassent 60 fois le seuil recommandé par l'OMS. Ces microparticules invisibles s'infiltrent dans les poumons et provoquent chaque année des milliers de morts prématurées. En 2019, 1 670 000 Indiens sont morts à cause de la pollution atmosphérique selon de Lancet. Les plus fragiles, les enfants. Beaucoup de familles, comme celle de Vidishi Malhotra, ont fini par partir, direction Goa et son air marin. Cette mère de famille raconte « À Delhi, même avec 5 purificateurs d'air, on ne pouvait plus sortir de la chambre. À Goa, mon fils respire enfin. » D'autres comme Rolly Srivatasa n'ont pas encore franchi le pas.
Chaque hiver, elle redoute les toux nocturnes de son enfant et prépare déjà le départ temporaire vers le sud du pays. Fuir ou s'adapter, le dilemme grandit avec chaque hiver. Et pendant que la capitale étouffe, ceux qui partent espèrent surtout pouvoir un jour y respirer à nouveau. Le passé rencontre le futur. À la cathédrale de Chartres, l'intelligence artificielle donne désormais vie aux vitraux millénaires. Grâce à une nouvelle application présentée comme une première mondiale, les visiteurs peuvent décrypter sur leur smartphone les secrets de ces chefs-d'œuvre gothiques. Sous la lumière du matin, les vitraux de Chartres racontent depuis 8 siècles des histoires de saints, d'anges et de légendes bibliques. Aujourd'hui, ces trésors du patrimoine parlent enfin. Grâce à une application dopée à l'intelligence artificielle, les visiteurs peuvent pointer leur téléphone vers un vitrail et découvrir son histoire, ses symboles et ses couleurs. Une première mondiale imaginée par le Centre international du vitrail. Jean Touchard est chargé de mission numérique. Il affirme que beaucoup de gens prenaient des photos sans comprendre le sens des images. L'idée, c'est de rendre leur voix à ces vitraux. Fruit de 7 années de travail, l'application repose sur une technologie inspirée des voitures autonomes. Les algorithmes reconnaissent les panneaux de signalisation. Ici, ils identifient les détails lumineux de chaque vitrail. 3000 photos, 10 000 médaillons, 20 000 détails iconographiques, une véritable encyclopédie numérique gratuite financée à hauteur de 270 000 € par le mécénat. Félicité Schuller-Lagier est guide. Elle rappelle que même au Moyen Âge, il fallait une clé pour comprendre les vitraux. Aujourd'hui, cette application aide à décoder un langage oublié. Pour les plus jeunes, c'est une nouvelle façon d'apprendre. Les diables, les anges, les animaux prennent vie à travers l'écran. L'art sacré se fait plus accessible, plus vivant. Cette innovation ambitionne de s'étendre à d'autres monuments en France et dans le monde. À Chartres, les vitraux continuent de briller, mais désormais, ils parlent aussi. La danse sort des théâtres pour conquérir le monde. La ballerine française Victoria d'Auberville, connue pour ses performances spectaculaires sur les réseaux sociaux, s'apprête à lancer sa première tournée en France. Son spectacle intitulé Classique bouscule les codes du ballet traditionnel et mêle danse classique, hip-hop et modernité. Tutu, pointe, élégance, mais aussi liberté et audace. À 29 ans, Victoria d'Auberville réinvente la danse classique en la sortant des scènes pour l'emmener partout. Sur les réseaux, elle fascine. En tutu blanc sur la proue d'un navire en Antarctique ou en équilibre sur un tapis de sport, ses vidéos totalisent des dizaines de millions de vues. Son credo, amener la danse là où on ne la voit pas. Formée au conservatoire d'Orléans et de Paris, Victoria a choisi l'indépendance. Elle fonde sa propre troupe, la Victoria d'Auberville Compagnie. 6 danseurs pour une création classique. Ce spectacle raconte l'histoire d'une ballerine enfermée dans une boîte à musique qui rêve de s'en échapper. Un ballet plus court, plus libre, où les codes du classique se mêlent à ceux du hip-hop. Je veux parler à une nouvelle génération, leur montrer que la danse classique peut être vivante, moderne, engagée, dit-elle. Engagée, elle l'est aussi en dehors des planches. Ambassadrice contre le harcèlement de rue, invitée au Fashion Weeks et membre d'Action solidaire pour les enfants hospitalisés. Jamais sans mon tutu, dit-elle en souriant. Victoria d'Auberville poursuit sa tournée en France dès le 7 décembre à Lyon, Paris et Nantes pour faire danser le monde autrement. C'est ici que s'achève notre journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Bonne soirée.